À la suite de l'apparition des croiseurs protégés, sous la forme des croiseurs Elswick, c'est probablement le bon moment pour parler de l'un des rares navires survivants de cette époque, l'United States Ship Olympia, qui, heureusement, est également un croiseur protégé. Pour comprendre sa configuration et sa mission, il faut d'abord comprendre la position de la marine américaine à l'époque de sa construction. Contrairement à la marine américaine dont nous parlons habituellement, et certainement contrairement à la marine américaine à laquelle nous pensons aujourd'hui, la marine des années 1880 était petite, sous-financée et composée en grande partie de frégates à roues à aubes et à hélices extrêmement éprouvées qui étaient sur le point d'être envoyées à la casse, d'une collection intéressante mais très obsolète et principalement rouillée de différents types de monitors à divers stades de dégradation et avec une variété de capacités ainsi que de quelques premières tentatives de croiseurs protégés. L'Amérique traversait l'une de ces phases isolationnistes et le principal objectif de la marine, en dehors de la défense côtière sous une certaine forme, était d'effectuer des opérations de course destinées à causer une irritation disproportionnée à une nation attaquante. Avec le recul, en supposant qu'ils étaient réellement sérieux au sujet de la défense, on peut voir le défaut immédiat de cette situation. Toute nation disposant d'une marine suffisamment grande pour envoyer une force armée sérieuse à travers l'Atlantique ou le Pacifique pour atteindre les États-Unis continentaux aurait également une flotte de croiseurs et autres navires bien plus étendue. Ainsi, quelques corsaires armés et 3 croiseurs protégés lents n'allaient certainement pas effrayer qui que ce soit. Bien sûr, la marine elle-même aurait préféré disposer d'une véritable capacité de combat moderne significative, mais bon, le Congrès. Cela dit, certains politiciens commençaient en fait à prendre conscience de tout cela et un programme de modernisation était sur le point de démarrer, incluant le remarquable croiseur à dynamite United States Ship Vesuve, qui sera abordé séparément dans une autre partie de ce programme. Il s'agirait de la construction d'une paire de cuirassés de défense côtière, l'United States Ship Texas, qui, dans une certaine mesure, était une version miniaturisée de ce qui allait bientôt devenir les cuirassés pré-Dreadnought, et l'United States Ship Maine, qui, étant nettement moins performant, oscillait entre croiseurs cuirassés et cuirassés de seconde classe. Mais nous reviendrons sur ce dernier un peu plus tard dans cette histoire. La partie du programme qui nous intéresse a également changé d'orientation, passant de la guerre de course à la poursuite plus spécifique du train logistique d'une flotte ennemie, qui serait bien entendu mieux protégée que des navires marchands isolés. Ainsi, l'Olympia fut autorisée à la fin des années 1880, en même temps qu'un certain nombre d'autres navires. Compte tenu de son profil de mission, elle devait être nettement supérieure aux croiseurs protégés moyens, puisqu'elle était assurée de les affronter au combat. Et, étant donné la taille globale de la marine des États-Unis à l'époque, elle était également presque certaine d'être largement en infériorité numérique. Elle devait être la première d'un groupe de navires similaires, mais un nouveau réalignement radical de la pensée navale, peu après son autorisation, fit que la marine des États-Unis se tourna à nouveau d'une force de défense et de course vers une flotte construite selon la doctrine de la bataille décisive d'Alfred Thayer Mahan, une politique qui finirait par aboutir à la grande flotte blanche. En conséquence, elle serait nettement plus puissante que n'importe quel autre croiseur protégé américain avant elle, ou après elle, jusqu'à l'avènement de l'ère des Dreadnoughts. Alors que nous avons vu la semaine dernière que le croiseur protégé typique était équipé d'une paire de canons lourds en affût simple, Olympia porterait en réalité pas moins de 4 canons de 8 pouces dans 2 tourelles doubles, une à l'avant et une à l'arrière. Une batterie secondaire de 10 canons de 5 pouces en casemate simple, 5 de chaque côté, était intégrée à la superstructure du navire, accompagnée d'une grande variété d'armes anti-torpilleurs, pas moins de 14 canons de 57 mm dans des sponsons de coque, et 6 canons de 37 mm sur le pont, avec 6 tubes lance-torpilles montés sur la coque au-dessus de l'eau, un à chaque extrémité et 2 de chaque côté, complétant ainsi l'armement du navire. À un certain moment relativement tôt dans sa carrière, l'équipage acquit également plusieurs mitrailleuses Gatling, ainsi que ce qui était décrit à l'époque comme un
importante collection d'armes personnelles composée principalement de nombreux fusils et revolvers, ce qui laissait entendre l'intention de former une brigade navale ou un important groupe d'abordage à partir de son équipage si nécessaire. Le nombre et la variété de ces armes semblaient au premier abord quelque peu excessifs, même pour un navire de guerre, une grande quantité de munitions étant également présente. Évidemment, ils l'ont fait. Tout cela était protégé par un unique pont blindé bas de 2 pouces d'épaisseur sur la partie plate, avec des pentes atteignant jusqu'à 190 cm au maximum. Les tourelles étaient dotées d'un blindage de 3 pouces et demi d'épaisseur, tandis que la batterie secondaire bénéficiait, de façon assez amusante, d'une protection légèrement supérieure avec des boucliers de canon de 4 pouces d'épaisseur. Il est important de noter que tout cela était du blindage en acier Harvey, qui était nouveau à l'époque et constituait le prédécesseur immédiat de l'acier Krupp des années 1900. Bien qu'une comparaison directe avec les navires plus connus de la Première Guerre mondiale soit impossible, une comparaison avec les navires contemporains de l'Olympia montre qu'ils disposaient d'une protection considérable. En effet, ces pentes de blindage offraient en réalité une meilleure protection que celle des cuirassés de la classe Italia, qui venaient tout juste d'entrer en service, simplement par leur épaisseur, et cet avantage augmentait encore plus considérablement une fois que l'on prenait en compte la qualité supérieure du nouvel acier utilisé. Ces exigences de vitesse étaient élevées, car malgré sa puissance de feu, si elle était en large infériorité numérique, elle devrait distancer d'autres croiseurs protégés. Cela a conduit à une vitesse de conception de 20 nœuds, avec la puissance fournie par une paire de machines à triple expansion alimentées au charbon, développant 13 500 chevaux, transmises par 2 hélices. En fin de compte, sa centrale de propulsion s'est montrée capable de fournir près d'un tiers de puissance supplémentaire lors des essais, atteignant une vitesse maximale d'un peu plus de 21,5 nœuds, étaient supérieures à la vitesse moyenne de 18 nœuds de la plupart des croiseurs protégés de l'époque. Tout cela faisait d'elle l'un des croiseurs protégés les plus puissants au monde, son seul véritable inconvénient étant son autonomie quelque peu inférieure par rapport à quelques autres croiseurs protégés contemporains rivaux. Les tourelles jumelées et l'armement globalement lourd lui donnaient également l'apparence d'un petit cuirassé. Elle serait mise sur cale en juin 1891, lancée en novembre 1892 et effectuait ses essais en novembre 1893 pour finalement être admise au service de la marine en février 1895. Après des exercices et des entraînements au tir, le navire appareilla en juillet 1895 pour devenir le navire amiral de l'escadre asiatique, alors basé en Chine, et passa les 2 années suivantes à s'entraîner et à montrer le pavillon dans divers ports asiatiques. Au début de l'année 1898, les tensions avec l'Empire espagnol augmentaient et le navire était ancré à Hong Kong en attendant les ordres sous le pavillon du tout nouveau commodore George Dewey. Après la destruction catastrophique de l'United States Ship Maine à Cuba, la guerre devint presque inévitable, largement encouragée par la presse sous la forme de William Randolph Hearst, qui attisa impitoyablement les tensions pour son propre profit, accusant la destruction du navire d'une mine espagnole déclenchée à distance, bien qu'aujourd'hui il semble plus probable qu'un incendie interne ou des munitions défectueuses en soient responsables. La guerre éclata donc en avril et l'escadre se rendit en Chine où elle reçut l'ordre de prendre Manille aux Philippines, alors sous contrôle espagnol, et de détruire tous les navires de guerre espagnols présents. Les médias américains amplifiaient les craintes concernant une nouvelle armada espagnole descendant sur la côte ouest des États-Unis et, bien qu'il soit techniquement vrai que les forces dans la baie de Manille étaient plus nombreuses que l'escadre asiatique, elles étaient toutes petites et désespérément obsolètes, composées de 5 croiseurs non protégés, dont l'un était actuellement désarmé et en réparation, de 2 minuscules croiseurs protégés qui étaient en réalité dépassés en tonnage par l'une des canonnières de l'escadre américaine, et de 4 canonnières dont une seule était en état de marche. L'escadre américaine entrante laissa derrière elle un navire de ravitaillement, un charbonnier et un cutter des douanes, même si ce dernier surpassait en tonnage et en armement plusieurs des navires de guerre espagnols.
Dewey entra dans le port à bord de l'Olympia, qui a lui seul dépassé en tonnage les deux plus grands navires espagnols réunis, menant trois autres croiseurs protégés. Le Baltimore, qui surpassait en tonnage tous les autres navires de combat espagnols actifs réunis, ainsi que le Raleigh et le Boston, et enfin deux canonnières, la Concorde et la Pétrel. Les Espagnols, ayant jeté l'ancre hors de portée de leurs propres forts et batteries de canons, des tirs d'essai furent effectués à 05:15 heures le 1er mai, et Dewey donna l'ordre « Vous pouvez ouvrir le feu quand vous serez prêts » avec empressement à 05:41 pour commencer la bataille principale. L'escadre entama alors une sorte de procession, passant devant la ligne espagnole, tirant avec tous les canons pouvant être orientés à bâbord, puis faisant demi-tour et revenant en tirant avec tous les canons pouvant être orientés à tribord, puis à nouveau à bâbord, et ainsi de suite, au total 5 fois chaque virage les rapprochant et réduisant ainsi la distance. Un peu comme une partie de Space Invaders version 1890. Alors que la flotte espagnole était submergée, le navire amiral Reina Cristina fonça vers les forces américaines qui se rapprochaient dans l'intention d'éperonner, mais le navire fut forcé de s'échouer par un barrage furieux de tirs à courte portée qui mit littéralement le navire en pièces. À 07h45, avec certains navires espagnols en flammes, Dewey fut informé qu'il ne restait que 15 obus pour chacun de ses canons de 5 pouces. Il interrompit donc l'action pour réfléchir, disant à l'équipage, pour des raisons de morale, qu'il était temps de prendre le petit déjeuner. Les navires espagnols restants en profitèrent pour se repositionner où ils le pouvaient. Il s'avéra que le message avait été fortement déformé, car il était censé indiquer que les canons de 5 pouces n'avaient dépensé que 15 obus chacun. Le petit déjeuner fut entrecoupé par le bruit des munitions explosant sur certains navires espagnols encore à proximité, puis l'action reprit à 10h40. Mais il s'agissait surtout d'une opération de nettoyage, les navires espagnols s'auto-sabordant ou étant coulés avec une résistance minimale, et la bataille prit fin avec la reddition des couleurs espagnoles juste après le déjeuner. Dans l'ensemble, la bataille fut une victoire décisive pour les forces américaines avec des dégâts et pertes minimes. Néanmoins, elle donna aussi une leçon précieuse sur l'artillerie navale. Les canons avaient considérablement progressé en taille et en puissance au cours des dernières décennies, mais les systèmes de contrôle de tir et de mesure de distance reposaient encore en grande partie sur des viseurs et l'œil humain, avec parfois un télémètre basique. Et entre cela et la grande variété de calibres de canons, ce qui rendait extrêmement difficile de repérer l'éclaboussure d'un obus spécifique, la précision des deux côtés avait été épouvantable. Avec près de 6000 obus tirés par l'escadron américain, ce qui est nettement plus que ce que les flottes bien plus importantes des deux camps ont tiré pendant toute la bataille du Jutland, à des distances allant de 5000 à environ 2000 yards, le nombre de coups au but, une fois retiré le pilonnage à bout portant du navire amiral espagnol, équivaut à environ 1% de précision, soit un tiers de moins que les croiseurs de bataille de Beatty à Jutland. Il y avait cependant quelques points positifs à considérer. La précision était en fait assez bonne, frôlant l'excellence pour les canons principaux de 8 pouces de l'Olympia, et le niveau de précision global restait bien supérieur à celui de l'escadron américain envoyé affronter son homologue à Cuba, dont le tir était encore pire, surtout en ce qui concerne les canons lourds. Et bien sûr, aussi mauvais que cela ait été, le tir espagnol était encore plus terrible. À la suite directe de ces affrontements, la marine des États-Unis allait rapidement introduire des équipements de conduite de tir et de télémétrie beaucoup plus sophistiqués, et doubler la quantité d'exercices de tir dans la flotte par rapport au niveau d'avant-guerre, ce qui allait considérablement améliorer la situation. Cela permettrait également de déplacer les combats à une distance où la batterie tertiaire serait moins susceptible d'être utilisée, ce qui, heureusement, laissait aux marins seulement le soin de distinguer entre 3 ou 4 calibres d'obus différents au lieu de 6 à 8. La réponse espagnole fut en réalité d'envoyer leurs navires les plus puissants, y compris un cuirassé et un croiseur cuirassé, pour contre-attaquer, mais la bataille mentionnée précédemment à Cuba les obligea à être rappelés avant qu'ils n'aient pu atteindre l'escadre de Dewey. L'Olympia a ensuite participé à d'autres actions en soutenant le débarquement des marines américains avant d'accepter la reddition de la ville et des unités navales espagnoles.
Elle allait ensuite soutenir les forces de l'armée américaine lors de l'invasion des Philippines, avant de repartir pour la Chine en mai 1899, puis de retourner aux États-Unis plus tard dans l'année. Devenu très célèbre en tant que navire amiral de la première grande bataille navale de la marine des États-Unis contre une puissance étrangère depuis la guerre de 1812, l'équipage et le navire eux-mêmes reçurent beaucoup d'attention et d'éloges avec une belle couche de peinture et une décoration dorée à la proue offerte à l'Olympia elle-même. Elle fut ensuite brièvement placée en réserve avant d'être remise en service 3 ans plus tard, en 1902, d'abord comme navire amiral de la division des Caraïbes, puis en patrouille à travers l'Atlantique et la Méditerranée, avant de devenir un navire-école en 1906, où elle alternait entre les croisières d'entraînement estivales et les hivers en réserve, puis devint un navire-caserne en 1912. Mais l'Olympia n'était pas un navire à rester inactif longtemps, et elle fut rapidement remise en service car en 1916, il devenait évident que les États-Unis allaient tôt ou tard s'impliquer activement dans la Première Guerre mondiale, et avec la déclaration de guerre, elle fut chargée d'escorter les transports et de patrouiller la côte Est contre les raiders allemands. Aussi célèbre que n'importe quel cuirassé alors en service, elle compléta cette mission en rejoignant le très fréquenté club des navires de guerre américains qui s'échouent dans leurs propres eaux, qui, comme nous l'avons déjà vu, était une institution assez populaire, choisissant dans son cas le détroit de Long Island pour sa propre rencontre particulière avec le fond marin. Les réparations entraînèrent également le remplacement complet de sa batterie principale et secondaire par des armes plus modernes de 5 pouces calibre 51 et elle se retrouva de nouveau en Méditerranée après la guerre, encore une fois comme navire amiral, assurant le maintien de l'ordre lors des nombreux conflits et déplacements de population qui caractérisaient les régions de l'Adriatique et des Balkans durant cette période. En 1921, elle rejoignit à nouveau la flotte de l'Atlantique, où elle devint un témoin attentif lors du sabordage des cuirassés allemands Ostfriesland et Frankfurt pendant des essais qui incluaient les bombardements de Billy Mitchell. À part une dernière croisière d'entraînement, sa dernière grande mission fut de ramener les restes du soldat inconnu de France au cimetière d'Arlington. Elle fut ensuite placée en réserve pour la dernière fois en 1922 et reclassée comme relique en 1931, libérant ainsi le nom pour d'autres navires. Le processus de préservation commença en 1957, alors qu'elle fut restaurée dans sa configuration de 1898, j'espère que vous suivez bien les dates, et devint un navire musée. Cependant, comme les canons de 8 pouces et leurs tourelles avaient été mises à la ferraille depuis longtemps, des répliques durent être fabriquées et installées à la place. Alors qu'elle aurait dû bénéficier d'un passage en cale sèche tous les 20 ans environ pour l'entretien par manque de fonds, le navire a manqué un total de 3 grands passages en cale sèche et est resté en permanence à flot depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La détérioration du navire était devenue si avancée qu'au XXIe siècle, plusieurs options sérieuses furent envisagées, y compris l'autorisation de la marine américaine de couler le navire comme récif artificiel, et les recherches d'une nouvelle organisation pour reprendre et entretenir le navire furent en grande partie infructueuses. Heureusement, d'après ce que je peux voir, ces dernières années, des travaux importants semblent avoir été réalisés pour maintenir le navire à flot, notamment l'utilisation d'un bâtardeau mobile pour réparer et renforcer les parties affaiblies de la coque, avec une campagne de financement récemment lancée pour recueillir suffisamment d'argent afin que le navire puisse être mis en cale sèche et recevoir une réparation complète et attendue depuis longtemps. Alors, avec un peu de chance, l'United States Ship Olympia restera parmi nous encore longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Commentez la publication épinglée pour les questions sur la cale sèche.